Bien bonjour, je suis le docteur Carl Jean-Philippe, médecin généraliste installé dans ce qui s'appelle une organisation territoriale de télémédecine dans la petite commune de Souilly au cœur de la Meuse. Médecin initialement de formation urgentiste, j'ai décidé de reprendre la médecine générale au début des années 2020 en remplaçant sur le département, je me suis vite rendu compte que bah, la demande était criante, que mes collègues cherchaient tout le temps, tout le temps, tout le temps un remplaçant, et que ben, n'ayant pas le don d'ubiquité, je ne pouvais que dire oui une seule fois, et après j'étais obligé de dire non 3 fois pour la même semaine. Ce qui, au bout d'un an, m'a fait germer l'idée de bah, comment on peut être partout en même temps pour filer un petit coup de main. Parce que parfois, vous acceptez un remplacement d'une semaine dans une commune assez éloignée de votre résidence et puis vous vous rendez compte que finalement, vous faites 12 patients par jour parce que les patients se retiennent que leur médecin revienne. Et du coup, vous avez un peu perdu cette notion de rentabilité, d'être efficace et de servir vraiment la cause. Et on a découlé tout doucement l'idée que ben, si on faisait une dizaine de patients au nord du département, une dizaine de patients à l'ouest, une dizaine de patients à l'est, on avait fait une journée de travail, mais on avait surtout dépanné 3 secteurs. Et tout doucement, l'idée de créer un point central de téléconsultation s'est installée, poussée et poussée psychologiquement par le Covid, mais administrativement freinée par le Covid. On a fini par ouvrir grâce à l'aide de Imeuse Santé et de la société Omedis, qui a été très porteur pour m'expliquer un petit peu les rouages conventionnels et législatifs qui s'imposent quand on veut monter ce genre de solution. On a fini par ouvrir, après un an de procédure, en juin 2021, donc l'organisation territoriale de télémédecine de Meuse. Derrière ce mot, qu'est-ce qui se cache? Il se cache le fait que j'ai l'autorisation et je suis conventionné avec la sécurité sociale pour bénéficier d'une petite particularité. J'exerce à 100% en téléconsultation et j'ai le droit de suivre des patients sur mon département et la bordure des départements limitrophes autour de la Meuse, ce qui nous fait quand même 5 départements. En contrepartie, logiquement, je ne peux pas être médecin traitant. On ne peut pas être médecin traitant sur 5 départements, ce qui était logique. Mais on reste très ancré sur le fait que malgré tout, on est sur la proximité. Autant j'ai quelques communes, par exemple, dans les Ardennes, mais c'est vraiment la frontière ouest des Ardennes qui borde la Meuse. Je n'ai pas de patients à plus de 100, 150 kilomètres de chez moi. L'idée, c'est que ça me permet d'avoir un territoire d'activité en médecine générale sur lequel je connais les recours. Alors, je connaissais pas tout au début. Nous sommes en 2025 et maintenant j'ai un bon carnet d'adresses. Je connais les centres hospitaliers des départements limitrophes et du coup, j'ai capacité à adresser un patient en fonction de sa pathologie au bon spécialiste au bon endroit. Et maintenant, je suis reconnu et je reçois les courriers de compte rendu. Je suis plus obligé de demander aux patients de me les ramener. Je suis inscrit dans quasiment tous les ordinateurs du secteur, ce qu'on appelle un GHT. Et du coup, tout le monde m'a référencé, je reçois, et j'ai du coup une activité qui ressemble très fortement à un médecin traitant, ce que la Sécu va baptiser médecin référent, pour être précis. Alors, comment se pratique dans ce système la téléconsultation? Je pratique exclusivement de ce qu'on appelle des téléconsultations assistées et augmentées. 2 petits mots magiques pour vous dire qu'en fait, avec mon patient, j'ai toujours un professionnel de santé, il est assisté et le professionnel de santé a toujours les outils connectés et il a été formé pour s'en servir. Elle est donc augmentée. J'ai plusieurs solutions à disposition des collectivités, des collègues, des infirmiers. Soit on peut installer un point de téléconsultation, c'est simple, dans le bureau du médecin qui est parti. Voilà, médecin soit en maladie longue peut-être, soit un médecin qui est parti à la retraite ou qui a quitté la structure, il y a un bureau vide. On y met du matériel de téléconsultation et on sollicite les infirmiers libéraux du secteur, souvent de la MSP. Deuxième situation pour une téléconsultation dans un secteur où, par exemple, il n'y a pas de MSP, on peut avoir une téléconsultation dans la pharmacie du village. On a même des villages où on a les 2 pharmacies du village en téléconsultation.
où là, c'est le pharmacien qui joue le rôle de téléassistant avec toujours cette formation aux outils. Donc là aussi, une consultation assistée et augmentée avec un professionnel de santé qui s'aguerrit au fur et à mesure des examens qu'il pratique avec moi. Et alors deux autres situations qui font appel à quand il n'y a rien du tout. Cabinet d'infirmière libérale. On a un cabinet d'infirmière libérale qui s'est équipé de la valise, qui fait tout seul avec moi, puisqu'il n'y a plus du tout de médecin. Et la pharmacie n'est pas partante pour faire de la téléconsultation dans le village. Et ultime solution, mais il y en a peut-être d'autres à inventer, hein, mais on a aussi une commune qui a mis dans une salle communale à disposition du matériel pour les infirmières libérales de tout le secteur, tout confondu, et les infirmières viennent prendre des permanences dans cette salle communale et accueillent les patients. Et nous avons une ultime solution parce qu'on n'a quand même pas oublié, et c'est un petit peu la force de ce système, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais pas une solution qui ne soit accessible qu'aux cadres dynamiques de 40 ans en bonne santé. Vous comprenez ma caricature. Je voulais une solution qui aille vers les personnes âgées, difficiles à déplacer et qui ont d'autant plus besoin d'un médecin traitant. Donc, nous avons aussi des valises de téléconsultation qui contiennent tout le matériel d'un chariot en plus condensé, qui sont portées par les infirmières libérales, que ce soit leur patientèle ou la patientèle du copain. Ils viennent faire à domicile des téléconsultations avec moi sur une valise qu'on pose sur la table du salon et puis on discute avec les patients. Très, très instructif. Ça, ça a quand même presque la valeur d'une vraie visite à domicile parce que vous voyez le domicile, vous pouvez demander à l'infirmière de mettre la valise dans la chambre. Montre-moi comment elle se couche le soir. Est-ce qu'elle a besoin d'une aide mécanique, d'une aide humaine? Et montre-moi un petit peu comment c'est dans la maison. Et on découvre des fois des trucs qu'on ne découvrirait que si on allait à domicile. Chose qu'on n'a plus vraiment le temps de faire, surtout à 100 km de chez soi. Les patients ont un acte de télémédecine à l'issue duquel ils ont tous les papiers qu'ils ont d'habitude, que ce soit une ordonnance, que ce soit un arrêt de travail le cas échéant, avec les règles qui s'imposent. Parfois, dossier MDPH ou autre. Vous voyez bien tout ce qu'on peut faire en médecine générale. Tout ça au décours d'un examen clinique qui est relativement complet. Vous allez comprendre tout de suite ma nuance. Il est complet dans le sens où on a quand même capacité à examiner tous les organes. On a un stéthoscope, bien sûr, cardio-pulmonaire et abdominal. On a bien sûr un dermatoscope qui peut faire caméra aussi pour les plaies. Et on a un otoscope qui peut faire la gorge, les oreilles ou tout autre orifice naturel. Nous avons en plus une formation qui s'acquiert au fur et à mesure par les assistants, parce que je sais, on ne peut pas palper le ventre à distance. Par contre, au fur et à mesure, j'ai des infirmières qui se sont pris au jeu d'apprendre à palper avec moi. Ça prend un peu de temps, on leur explique, on leur demande ce qu'ils sentent, on leur dit ce qu'ils doivent sentir. On regarde le patient en direct, on voit aussi sa tête quand on appuie à tel endroit ou à tel endroit. Et puis, je me sers beaucoup du stéthoscope, ce qui me permet quand même d'avoir une activité des bruits hydroaériques et de voir un petit peu si la situation mérite des examens complémentaires. Oui, non. En urgence, oui, non. Ce qui fait qu'au final, on est rarement en échec complet après une téléconsultation. Alors, c'est pas des chiffres appuyés vraiment scientifiquement, mais j'ai tendance à dire que on arrive au bout du diagnostic ou de ce qu'on veut dans plus de 90% des cas, et que si on complète avec les fois où je revois les gens avec des examens complémentaires, on arrive pratiquement à 100%. Et du coup, on est sur un examen qui, pour moi, pour un exercice en tous les cas, qui pour moi est satisfaisant dans la mesure où je pense que j'arrive à faire le travail qu'il faut faire en fonction de la pathologie qui m'est présentée, ce qui est plutôt satisfaisant dans le sens où si on ne faisait pas une téléconsultation, il n'y aurait rien eu à la place. Parce que c'est bien ça le problème, c'est qu'on vient en aide au secteur où de toute façon, il n'y a plus d'accès aux médecins traitants. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de la téléconsultation assistée augmentée. Je sais que par ailleurs, d'autres ne pratiquent pas de cette façon. Ils ont des modes de consultation en direct avec leurs patients. Par exemple, le médecin traitant qui suit son propre patient. J'ai par exemple suivi sur un cabinet des Ardennes, cabinet infirmier, un patient schizophrène d'une quarantaine d'années qui présentait aussi des troubles d'ordre vasculaire et qui, du coup, sortait contre avis médical de l'hôpital
où on aurait dû l'amputer de son pied parce que bah, il n'était plus vascularisé sur son problème d'artère. Gros challenge, un patient en défi total de toute la structure soignante. Pour ne rien vous cacher, en fait, il avait décidé, mais c'était dans sa tête de patient schizophrène, il avait décidé que pour une raison X, il avait perdu le RSA et qu'il accepterait de se faire opérer que s'il récupérerait son RSA. Vous voyez, comme on parle d'une situation où on est franchement très loin de nos réalités, des réalités médicales et de l'intérêt du patient. Eh ben, je dirais pas à ma grande surprise, parce que je connais l'équipe infirmière qui est très encadrant, très rassurante sur place. Mais oui, on a réussi à le prendre en charge. On a réussi à faire de la cicatrisation dirigée sur sa plaie, que je voyais quasiment tous les 2 jours en transfert de photos. Et on a pu ajuster, il n'a même pas été amputé. On a réussi à ce que les nécroses tombent et à le cicatriser. Et puis surtout, et ça c'est vraiment un grand succès à la fois de l'équipe sur place, je le redis, hein, c'est très important en santé et assistant, je ne suis rien. Il y a un succès peut-être un peu du docteur aussi, de sa communication. Mais ce patient revient régulièrement, suit ses traitements, dit bonjour docteur, merci docteur, oui docteur, j'écoute docteur. Et là, au début, pour quelqu'un qui voulait plus du tout entendre parler des médecins et qui n'aurait pas trouvé de médecin généraliste sur place, il n'y en a plus. On a vraiment l'impression d'avoir rempli la mission. Si je dois retenir une chose de cette expérience, c'est ce plaisir de travailler en équipe pluriprofessionnelle, quelque chose que l'ancien médecin urgentiste que j'étais a plaisir à retrouver. C'est-à-dire que j'ai quelque part en face de moi un professionnel de santé qui voit dans un premier temps le patient, qui prépare la consultation, il a 10 minutes pour ça. Et au moment où j'arrive, c'est un petit peu comme quand mon infirmier d'accueil et d'orientation aux urgences, vous savez, celui qui vous pose les premières questions quand vous vous présentez, eh ben, on avait cette relation de tiens, je te confie, monsieur machin, madame truc, et elle vient pour ça, mais je me demande s'il n'y a pas ça là. Vous voyez, ce petit instinct, ce petit second look, entre guillemets, deuxième avis, qui fait que ben, on partage, on bosse en équipe, et puis bah, c'est précieux pour dire bah, écoute, il vient parce qu'il a des vertiges, mais franchement, ça sent l'alcool, parce que ça en téléconsultation tout seul, moi je l'aurais pas, par exemple. Donc vraiment un grand plaisir à retrouver le travail en équipe, qui est très précieux et qui est certainement un des moteurs principaux pour faire que je continue malgré la fatigue. Bien sûr, tout système a ses limites. Alors, les limites se franchissent au fur et à mesure. Alors, bien sûr, et celle-là, il faut la franchir patient par patient, presque, j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que c'est un vrai docteur finalement? Hein, est-ce que je suis vraiment suivi quand j'ai quelqu'un juste dans la caméra? Ça, c'est on va dire, l'approche un peu psychologique, et, les appréhensions des gens. Là, je peux commencer à dire que j'ai franchi une autre limite, c'est la reconnaissance des confrères. Très compliqué d'intégrer pour un médecin spécialiste que la téléconsultation peut être un outil de suivi et pas juste un outil de one shot où on fait une ordo comme ça en passant et on verra plus jamais le patient. Moi, j'ai des patients que je suis, j'ai des diabétiques que je vois tous les 3 mois, voire plus souvent, avec leur infirmière qui fait l'examen des pieds, par exemple. Enfin, j'ai vraiment un suivi de patients diabétiques et je suis donc en communication avec les diabétologues qui suivent mes patients. Ça a été un peu plus dur, on va dire, dans les 18 premiers mois. J'envoyais les patients au diabétologue avec un courrier sur lequel il y avait mon adresse MS Santé, la script, enfin j'ai tous les moyens de communication pour qu'on m'envoie un compte rendu. Et au début, c'est non, non, il me faut votre vrai docteur. Bon, ça a été une période, ouais, on va dire 18 mois pour être gentil, où ça a été un petit peu difficile. Surtout, bah, par exemple, voilà, quand on arrive dans un département où on n'est pas installé, c'est qui celui-là, quoi. Mais ça y est, ça c'est franchi. C'était une limite, ça le devient de moins en moins, ça l'est encore de temps en temps, mais ça fait partie des limites institutionnelles entre guillemets ou psychologiques parfois. Autre limite, bon, on l'a évoqué dans l'examen du patient, hein, des fois, j'aimerais quand même bien avoir mes mains sur le ventre du patient et pas juste l'infirmière ou le pharmacien, en sachant que c'est comme tout, hein, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc, il y aurait moins de limites quand on a quelqu'un qui fait 5 consultations tous les jours. Une pharmacie, par exemple, me fait 5 consultations tous les jours. Donc, ils sont rodés, ils ont l'habitude, ils perdent pas leurs moyens.
Et de temps en temps, j'ai des points de téléconsultation. Une pharmacie m'en fait une tous les 2 mois. Là, c'est très compliqué d'avoir confiance. Je suis vraiment en insécurité. Je pense on peut inscrire ça comme limite, hein. Des fois, la sensation d'insécurité du médecin, on n'a pas ses mains à soi, on n'est pas sûr des mains qu'on a de l'autre côté de l'écran. Et ça peut parfois, effectivement, bah, du coup, faire recourir à plus d'examens complémentaires parce que bah, cette insécurité qu'on ressent, nous, en tant que médecin, on ne peut pas la faire ressentir aux patients. Voilà les grandes limites. Mais sinon, celle qui n'en est pas une dans tous les cas, et c'est un message parce que c'était mon gros frein, la communication avec le patient n'est pas une limite. J'ai simplement résolu le problème en mettant la caméra en face de mes yeux et j'arrive aujourd'hui à demander à un patient, les yeux dans les yeux, entre guillemets, hein, mais les yeux dans les yeux. Bon, sérieusement, on n'aurait pas repris un peu le rosé? Eh ben, les gens, ils se confient. Et j'ai des suivis aussi de patients qui doivent arrêter l'alcool ou d'autres substances et on arrive quand même à avoir un échange qui visiblement est positif puisque j'ai des résultats pas trop mauvais. Bon, comme tout le monde, on n'a pas 100%, mais ça marche, on communique, on a un échange.